J'ai surtout voulu parler de littérature. La Beat Generation est un moment de la littérature. C'est un moment intéressant parce que c'est un moment un peu unique, très, très isolé dans l'histoire et qui est un petit peu sans postérité, sans véritable postérité. Ça a été un moment de l'histoire littéraire. Et puis c'est un lieu de l'histoire littéraire, aussi curieusement que ça puisse paraître, puisque c'est une génération qui est sur la route, donc c'est une génération qui est en marche. En vérité, c'est quand même un lieu, c'est quand même San Francisco, c'est quand même très Amérique du Nord, et donc voilà, oui, c'est ce moment-là un petit peu que je voulais essayer d'évoquer. Mais ce n'est pas du tout une thèse sur la Beat Generation, je voudrais simplement bon, je parle de Jason Murphy, qui est un des écrivains de la Beat Generation, un des poètes mineurs de la Beat Generation, mais ce que je voulais, c'était évoquer aussi des paysages, c'était évoquer des moments un moment comme ça de l'histoire, de l'écriture, en jetant aussi même un peu de doute sur leur qualité littéraire. Ils ont été très, très encensés, très reconnus, et c'est vrai que à la relecture, parfois, on peut avoir quelques doutes. En tout cas, disons que les personnages de mon roman, qui sont des chercheurs, qui sont spécialistes de la question, sont partagés. Et ben, c'est un poète né à Newark, dans le New Jersey, et qui a fait la route comme les autres, et puis qui s'est retrouvé à San Francisco, qui a publié l'essentiel de son œuvre à City Light, avec Laurence Ferlinghetti, qui était l'éditeur traditionnel de la Beat Generation, l'homme qui publiait Ginsberg aussi, etc. Et donc voilà, c'est un poète parmi les autres, un petit peu plus jeune que Kerouac, un peu plus jeune que Ginsberg, plutôt disons de la génération de Ferlinghetti, voilà, et donc il fait son parcours, et il y a sur lui une sorte de doute, parce qu'on connaît de lui les poèmes, hein, Selling Shoes par exemple, des choses comme ça, Betting with Death, qui sont des poèmes connus, mais on ne le connaît pas comme prosateur, et il semblerait qu'il ait pourtant écrit lui aussi un roman, une sorte de sur la route, qu'il aurait écrit même sur un scroll, avant le Sur la route de Kerouac, celui qui aurait servi de modèle à Kerouac pour cette espèce de rouleau comme ça sur lequel Kerouac écrivait pour taper de plus en plus vite. Si on en croit, Ferlinghetti faisait des sortes de compétitions, tous les Murphy et Kerouac, pour arriver à savoir lequel des deux taperait le plus vite et ferait couler le plus de texte. Mais donc ce scroll-là a disparu, donc celui de Murphy a disparu. Donc là, à un moment, on imagine que peut-être il est retrouvable. Et donc c'est ce moment-là qui m'intéresse, c'est ce moment où vont se cristalliser des désirs autour de ce manuscrit, dont on n'est pas sûr de l'existence, mais que certains ont vu, paraît-il. Et donc c'est ce moment comme ça de cristallisation qui va mettre des gens en route et en recherche. Et donc les gens qui sont en recherche sont des gens intéressants, ils deviennent vigilants. Alors ils ne trouvent pas toujours ce qu'ils cherchent, mais ils trouvent des choses. Parce que quand on est en état de chercher, on est en état de trouver. Et donc il y a plusieurs personnes qui sont engagées dans la recherche de ce manuscrit, et ils ne cherchent pas la même chose. Ils cherchent le même objet, mais pas la même chose. Le Meunier, l'éditeur, il cherche clairement fortune. Il voudrait trouver l'argent que ce manuscrit peut représenter. S'il arrive à attraper les droits mondiaux d'un manuscrit inédit de la Beat Generation, il est évident qu'il va faire une fortune importante. Il y a la petite étudiante, Madeleine, qui, elle, cherche pour le plaisir de chercher, parce qu'elle fait sa thèse et qu'elle veut réussir son défi, son diplôme d'études finales, elle veut le réussir. Et pour le réussir, si elle trouve des éléments nouveaux sur l'objet de sa recherche, qui est donc Jason Murphy, ça va être formidable pour elle. Donc alors elle se met en route et elle va aussi chercher. Et puis il y a ceux qui font semblant de chercher, ou qui ont déjà cherché, peut-être trouvé, peut-être pas, comme le professeur Chantier qui dirige le travail de Madeleine. Lui, alors, bon, il joue un jeu un peu ambigu, comme souvent les gens qui sont au milieu de gens qui cherchent, comme ça. Est-ce qu'il a vraiment trouvé? Est-ce qu'il a trouvé le filon? Est-ce qu'il n'a pas trouvé le filon? Il y a un côté rué vers l'or, quoi, dans tout ça. Et puis il y a ceux qui cherchent bien, puis il y a ceux qui cherchent mal, et puis il y a ceux qui cherchent autour.
Et ça, c'est plutôt le cas de Robert Dubois, l'éditeur, et de Valentine, surtout, sa junior, son éditrice junior, qui, elle, autour de tout ça, va essayer de faire son chemin d'éditrice. Peut-être qu'elle publiera, peut-être pas, le fameux manuscrit de Jason Murphy, mais peut-être qu'autour, il y en a d'autres manuscrits possibles, il y a d'autres livres possibles autour du livre qui ne sera peut-être jamais un livre. Donc voilà, tous ces gens-là se mettent en route et ils essayent de percer un mystère qui est en fait le mystère de la littérature et le mystère de cette nécessité de texte et de mensonges qui coulent à côté de la vie des hommes depuis toute éternité, depuis que la langue existe et que le récit existe, et qui est pourquoi ce besoin d'imaginaire autour de nous, pourquoi cette nécessité d'inventer des vies parallèles pour comprendre la vraie vie et pour essayer de la nourrir et de l'enrichir des imaginaires des autres, de l'imaginaire des autres, de l'imaginaire des écrivains, de l'imaginaire des cinéastes. Alors, ces gens-là sont-ils des gens qui sont du monde, ou qui sont à côté du monde, ou qui sont dans la vérité du monde, ou dans le mensonge du monde? C'est tout le mystère de la littérature qui est là. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à mettre, par exemple, en parallèle la petite Madeleine, étudiante. Elle a un amoureux, Christophe, qui lui travaille sur Louise Labbé. Et il est un peu inquiet parce qu'il n'est pas très sûr que Louise Labbé a existé. Et donc forcément, il essaye de l'incarner, mais en même temps, est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est si grave? On a des œuvres signées de Louise Labbé, mais peut-être ne sont-elles pas d'elle? Ces sonnets, peut-être Maurice Sèvres les a-t-il écrits? Quelle importance? Est-ce que Shakespeare a vraiment écrit ces œuvres? La question est posée de façon un peu bizarre, et Molière aussi. Peut-être Molière n'a pas existé, mais puisqu'on a l'œuvre, donc tout va bien. Et donc c'est cet espace comme ça, ces interstices de mensonges et de vérité, qui sont les mystères de la création, en gros. Matthews, c'est tout de même notre grand américain et américaniste, et donc il a trouvé une morale élémentaire, en anglais bien sûr, qui serait de Jason Murphy, à ce qu'il dit. Il publie dans l'Arc, il en publie une analyse et une traduction dans l'Arc, comme il l'avait fait pour Raymond Roussel dans un article célèbre qu'il avait écrit avec Georges Perec. Ils avaient commenté des pages inédites, inconnues en tout cas, de Raymond Roussel, et là c'est pareil, il a trouvé ça. Et évidemment se pose le problème pour le chercheur de savoir qu'est-ce qui se passe. Le moral élémentaire, la forme morale élémentaire élaborée par Raymond Queneau ne paraît qu'en 75. Peut-être en a-t-il parlé en 74, 73 à l'Oulipo, mais est-ce que véritablement Murphy a pu en connaître à ce moment-là? Est-ce qu'il disait le français? Donc voilà, on est toujours dans l'ambiguïté aussi de ces gens qui sont prêts à inventer des textes d'auteurs qu'ils aiment, à leur donner un supplément d'âme, un supplément d'œuvre. Donc voilà, alors on est dans ces ambiguïtés-là. Alors il y a à côté du travail que Harry Matthews a fait sur ce poème, il y a d'autres travaux. Il y a le livre de Warren Motti sur Life and Lives of Jason Murphy, bien sûr, qui est aussi un livre de référence. Il y a dans le livre de Allen sur la poésie américaine de 1950-1965, il y a aussi un article sur Murphy. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du travail de recherche que mène Madeleine, et qui doit petit à petit la conduire vers une forme, sinon de vérité, une forme de vérité du mensonge, ce qui est aussi important que la vérité elle-même. C'est une volonté de l'habilité. C'est, voilà, oui, bien sûr, c'est lui donner une réalité qui n'a pas jusqu'ici, et qui mérite d'avoir, je pense. Donc voilà, c'est un travail de sauvetage.